Ben, Monsieur Boucher, merci de consacrer quelques temps pour venir un petit peu écouter ce qui s'est passé, comment vous, ou bien ce que vous avez retenu, ce que vous avez de cette fameuse période de la guerre de 40 à 45. Comment ça s'est passé pour vous? Dites-moi un petit peu. Comment ça s'est passé pour moi? La réponse, elle est très courte, parce que j'étais pas né. Ouais. Et donc, j'ai pas grand-chose à en dire. Mais pourtant, vous en savez des choses. En ce qui me concerne, moi, je ne dis vraiment pas grand-chose. Je suis né en avril 1945. Mais j'ai trouvé, à la mort de mon père en 1996, un petit carnet en cuir, comme ça, avec un petit crayon, hein, dans lequel il a indiqué des dates. Des dates. Et notamment quelques pages sur son retour, après son premier terme, son retour du Congo, qui a lieu justement début mai 40. Début de la guerre, il était en Afrique. Il était encore en Afrique, dans les forêts du Maniema, envoyé là, donc à la fin de son premier terme, envoyé là par la Forminière, et il cherchait des choses dans le sous-sol, notamment de l'or qu'il n'a pas trouvé, mais il cherchait aussi de l'étain, ça il en a trouvé, dans les forêts du Maniema. Et ce Maniema, c'est le long du Lualaba, qui est le nom du fleuve Congo, qui est moins navigable. Ah, d'accord. C'est pour vous situer. C'est vraiment le cœur du Congo. C'est la forêt primaire, enfin. Et donc il quitte là le 7 mai, ou même le 5 mai 40, pour revenir à la fin de son terme, c'est-à-dire ses 6 mois de congé, chez son père, à Bruxelles, il revient. Il quitte là, et alors dans ce carnet, il a écrit qu'il prend tel avion, à tel jour, qu'il survole le Sahara, que son avion d'abord de Léopoldville se casse à l'atterrissage, donc il doit attendre un autre avion. Il survole le Sahara dans une tempête de sable. Il atterrit difficilement dans une oasis. Hein, il y a le feu dans un moteur et il y a le chauffeur du bus d'un hôtel qui court éteindre le moteur. Enfin, il raconte ça dans ce petit carnet, mais d'une façon assez détaillée, oui. Non, même pas détaillé, mais très comme un télégramme, quoi. Bien sûr. Ah ouais, un style télégraphique. Oui, tout à fait. Hein, tel jour, pluie. Alors il arrive à Marseille et il prend un train. Et à Montélimar, il note dans ce carnet que des Français jettent des nougats aux jeunes recrues qui sont réquisitionnés, qui doivent partir au front. Donc il se passe quelque chose là. Oui, et là il se passe quelque chose. Il comprend, on lui dit que les Allemands ont déclaré la guerre, qu'on réquisitionne partout. Et on annonce dans son wagon que les Allemands ont franchi la frontière. Et là, il y a 10 ou 11 Belges qui se lèvent et qui chantent la Brabançonne. Alors, il raconte son arrivée à Paris, il prend un dernier train dans la nuit vers la Belgique, qui arrive en Belgique, mais qui n'arrive qu'à Mons. Et à partir de Mons, il doit continuer à pied. Et il fait du stop, enfin, il finit par... Par la débrouille, il arrive à... Par la débrouille, et il arrive chez lui le 11 mai. Alors il note dans ce petit carnet, émotion, embrassade, avec mon père, que je n'ai plus vu depuis 3 ans. On est le 11 mai. Et là, les Allemands sont déjà à Liège. Eh oui, justement, oui. Ils sont déjà à Liège, hein, au fort des Benemal. Et le 12 mai, la Forminière, son employeur, lui dit qu'il va falloir évacuer. Et le 13 mai, il avait à peine déchargé sa valise, qu'il l'a remplie de nouveau, et le revoilà reparti. Hein, d'où le titre que j'ai donné à cette petite plaquette qui reprend son carnet, hein, qui est Exode Exil. Hein, c'est un exil du Congo, je veux dire. Oui. Dans ce carnet, il y a aussi l'exil de 1960. Mais alors, le grand exode. Est-ce on connaît l'âge de papa à ce moment-là? L'âge de votre papa à ce moment-là? Oui, il est né en 11, donc il a 29 ans. 29 ans, oui. Il vient d'avoir 29 ans. Oui, il est parti à 26 ans, 29 ans, à la fin de son premier. Et donc le voilà parti dans le grand exode, au milieu de ces charrettes landaux, charrettes à bras, voitures, camions, tracteurs. Tout ce qui roulait. Tout ce qui roulait. Et ce grand exode était
assez dramatique dans ce sens qu'il était chargé émotionnellement de toutes les affres et de tous les souvenirs affreux de la guerre 14-18, où les Allemands étaient particulièrement brutaux. Oui, ben oui, ça c'est certain. Hein? Moi, je n'étais pas là. Hein, c'est ce qu'on a dit en tout cas. J'ai pas vu, mais j'ai entendu dire, comme on dit. Hein. Et donc, cet exode était fort important. Certains auteurs disent qu'il y avait 1 million de personnes, d'autres 1,2 million. J'ai même lu 1,5 million de gens sur les routes de France en direction de Bordeaux. Et ça, son employeur, la Forminière, lui avait dit, vous allez à Bordeaux. Et alors là, il retrouve la Forminière qui lui dit, vous continuez plus bas, vous allez jusqu'à Toulouse. Là, son carnet devient muet. Il ne dit plus rien. Et on est le 3 juin, environ le 3 juin. Et il est muet pendant 1 mois. Il recommence le 3 juillet. Et c'est le retour en Belgique. Donc il ne fait pas de commentaires sur place. Quoi. Il a acheté une pétrolette. Et il revient en Belgique, avec des difficultés d'approvisionnement d'essence, de nourriture. Et puis finalement, cette pétrolette, le pot d'échappement tombe en panne. Ça fait un bruit d'avion, il la laisse dans un caniveau. Et il revient à pied, en stop. Et entre Paris et Bruxelles, il est ramené par un camion allemand. Donc il y avait des mouvements divers de véhicules allemands. Et donc il y a un Allemand qui le cherche. Un camion allemand comme d'autres, qui le ramène en Belgique. Son carnet est muet pendant 1 mois parce que on a entendu dire dans la conversation qu'il avait suivi un cours d'anglais et qu'il s'était mis à apprendre l'anglais. Et il en parlait, il n'était pas encore marié, nous n'étions pas nés, il n'était pas marié, et donc je crois qu'il avait rencontré un professeur d'anglais particulièrement charmant qui fait qu'il n'avait plus le temps de remplir son carnet. Voilà l'histoire du carnet de mon père, qui est un petit carnet en cuir qu'il avait acheté ou qu'on lui avait offert en 1937 au moment de l'embarquement à Anvers pour partir au Congo. Et à l'époque, on se mettait sous son 31 pour voyager. Aujourd'hui, on ferme la porte, on voyage, on va au bout du monde et on revient sans cravate. Mais donc à l'époque, on s'habillait. Et il y a une photo de lui sur le pont du bateau, juste avant le coup de sirène qui signale le départ du bateau. Et on le voit avec son père en chapeau melon, son frère, une tante. Mon grand-père était veuf, donc la tante, et puis 2 amis. Tous sur leur 31, et mon père aussi, parce qu'on s'habillait pour partir en voyage. On se mettait sur son 31. Les choses ont bien changé. Voilà ce que je peux vous dire de la guerre, que je n'ai pas connue. Mais j'ai aussi travaillé sur la fin de la guerre. Je me suis informé, quand je dis que j'ai travaillé, je me suis informé, parce que j'ai trouvé également un carnet. Un ami architecte m'a signalé qu'il y avait au château d'Andois un carnet qui relatait les heures difficiles du château d'Austin à la fin de la guerre. Alors j'étais voir ce carnet intime d'une dame qui s'appelait Marguerite de Radiguez de Chenevière. Et dans ce carnet, elle avait annoté tous les petits, c'était pas destiné à être publié, pas plus que le carnet de mon père. Elle avait annoté tous les petits potins et les difficultés de vivre avec la cuisinière. Donc, pendant l'absence. A vécu ici au château d'Austin. Oui, elle était locataire et elle vivait ici depuis 1937 ou 1938. Et donc, dans ce carnet, elle raconte tous les petits potins des journées qu'elle vivait seule avec la cuisinière, en l'absence de son mari arrêté par la Gestapo, le 17 août 1944. Et donc, elle raconte ça. Entre le 17 août 1944 et le 10 mai 1945, elle raconte tout ça. En accord avec la famille, j'ai épuré dans ce carnet tout ce qui était familial. Les parties de bridge, les bronchites du petit, tout ce qui était vraiment trop intime et familial, j'ai écarté ça et il reste un document exceptionnel qui dit combien la fin de la guerre était difficile et au moins aussi difficile que la guerre elle-même. Ce carnet raconte, c'est une grande résistante elle, déjà depuis 1939 et même en 1917 elle était résistante avec Walter de Haye, qui lui était un grand résistant doublé d'un agent de renseignement. Et donc
dans ce carnet, elle raconte combien la vie est difficile. Elle raconte aussi que, comme dans toutes les fermes et tous les châteaux, il y avait un cochon caché, ce qui était défendu, dans un coin ou une cave. Et ce cochon s'appelait Adolphe. Et comme bien des cochons pendant la guerre. Oui, comme bien des cochons pendant la guerre. On se trouve souvent quand on tuait sur le cochon. Ouais. Quand on tuait Adolphe, qui était arrivé à maturité, eh bien, on venait de Bruxelles à vélo chercher 3 kilos de saucisses, un morceau de jambon, etc. C'était venir de Bruxelles, c'est 50 km. C'est 5 km, retour, 100 km pour venir chercher un peu de saucisses, un peu de graisse, un peu de... C'est l'estomac qui tirait. Oui. Ah oui. Et donc, ça dit aussi qu'à la campagne, on vivait mieux qu'en ville. Si on se tapait 100 km pour aller chercher un peu de saucisse, il fallait vraiment en avoir envie. Tout ça est confiné dans ce carnet, mais bien d'autres choses aussi. On se rend compte que le secrétaire de Léopold III, le comte Capel, qui vivait ici, pas très loin d'ici, au bout de la Grande Allée, avait, suite au débarquement de Normandie, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'anniversaire du débarquement. Nous sommes le 6 juin, oui. C'est juste, en plus. Avait placé dans des châteaux autour du sien le QG de la 4e armée secrète. Ah bon. De la zone 4. Ah ouais, d'accord. Cette zone 4 du QG, cette zone 4 de l'armée secrète était dirigée par un certain colonel Librecht, qui était vraiment investi de toute la confiance du comte Capel pour assurer la fin de la guerre. Donc il avait compris que c'était la fin de la guerre. Le comte Capel, il met autour de chez lui le QG de l'armée secrète zone 4 pour assurer le fonctionnement de l'État, pour obéir à cette loi de continuité autant réelle que morale. Il faut assurer la continuité. Au moment où les Allemands allaient quitter le pays. Ce qui arrive un peu plus tard, mais il y a ce baroud d'honneur de l'offensive. Il faut encore attendre jusqu'à la fin quand même. Et puis il y a l'offensive von Rundstedt, qui est le champ du cygne des Allemands. Mais les Allemands utilisent la technique du bouclier humain et emmènent Léopold III dans leur débâcle. Et là, on ne sait pas si c'est une délation ou quoi, mais enfin, on a dit ça, que c'était une délation, mais enfin, il faut encore pouvoir le prouver. La Gestapo débarque ici et arrête tout le monde. Ouais. Sauf les femmes, ils ne s'encombraient pas des femmes. Donc ils ont laissé la plus importante, ici, Madame de Radiguez, l'auteur de ce carnet, et la cuisinière aussi. Mais tous les autres ont été arrêtés, y compris des moines rédemptoristes qu'elle hébergeait charitablement au 2e étage, et qui était rue Godefroy à Namur, avec l'entrée du couvent juste en face du QG de la Gestapo, qui comptait les allées et venues, les entrées et venues. Alors ils ont été se mettre au vert, ils ont été hébergés chez Marguerite de Gavin. Les Allemands emmènent également les moines, les rédemptoristes. Ces braves curés qui ne faisaient pas partie du réseau. Non, mais enfin, ils ont pris tout le monde. J'ai été gratté et fouillé dans leurs archives pour découvrir la relation de l'arrestation et tout ça. Visiblement, ils n'étaient pas au courant ici qu'il y avait un réseau et des renseignements. Et du renseignement. Il faut distinguer renseignement et réseau. Ça ne s'ébruitait pas naturellement ce genre de choses. Ils n'ont pas été arrêtés longtemps, entre le 17 août et le 1er septembre. Le 1er septembre, ils sont relâchés. Les Allemands, voyant qu'ils n'appartenaient à rien. Mais à cette date, ils emmènent à Mauthausen tous les autres. Aucun ne vont revenir. Ils vont tous mourir avant Noël, entre le 1er septembre et Noël, sauf un, le colonel Librecht. Lui, à force de volonté, de renonciation, d'abnégation, il traverse tout l'hiver, et c'était dur à Mauthausen, l'escalier à monter des pierres, la moindre plaie au pied, c'était la mort. Infection, gangrène, c'était la mort, la moindre blessure. Il survit tout l'hiver et il tient jusqu'à la libération par les Américains, qui intervient le 8 mai, je crois. Et dit aux Américains, moi je ne monte pas dans le train, non, tout le monde passe devant moi, je suis le dernier, je partirai d'ici avec la clé. Et il laisse passer tout le monde
on charge les trains, les avions, les camions, hein, et lui sort avec la clé le dernier. Les Américains disent, bon, vous êtes trop mal que pour être, on va vous hospitaliser. Hein, vous êtes vraiment trop mal, il avait encore 37 kilos. Pour 1m90, c'était vraiment la peau sur le noyau. Hein. Et il meurt dans les bras des Américains. On a dit que c'était parce qu'il avait mangé, il avait trop mangé, les Américains avaient trop à manger, du chocolat notamment. Mais on a dit tout ça, ce sont des choses qu'on dit après. Mais je veux dire que c'est assez vraisemblable que c'était un grand chef de guerre. Le comte Capelle ne s'était pas trompé en le désignant comme étant la personne qui allait assurer la continuité en attendant que Léopold III reprenne ses prérogatives. Et donc c'était un grand caractère. Et à ce titre-là, je découvre tout ça dans ce carnet intime. À ce titre-là, il a vraiment sa place dans les grandes figures de l'histoire, qui est le thème des Journées du patrimoine. Un certain Deleuze Cosvarem a érigé le monument qui se trouve au bout de la Grande Allée et qui reprend le nom de tous les protagonistes de l'armée secrète. Il y avait là notamment un neveu de Marguerite, l'auteur du carnet, un neveu qui a été torturé la tête dans les orties, qui a parlé, qui a reconnu qu'il recevait des messages. Et pendant qu'on le torturait, les gens de maison, la cuisinière et le jardinier, ont évacué le poste émetteur par une arrière-porte vers le bois et vers l'étang. Et donc, cette arrestation fut vraiment dramatique parce qu'ils auraient pu s'échapper avant que les Allemands ne les arrêtent. Alors, le frère du jeune homme qui a été torturé avec la tête dans les orties, lui, il devait être arrêté aussi parce qu'il était coursier, il avait porté des messages, il n'avait même pas 17 ans. Il avait porté des messages de la résistance à gauche, à droite, dans les châteaux environnants. Et le jour de l'arrestation, il était parti porter un message à vélo, et quand il est revenu, il a crevé un pneu. Alors, on a fait réparer ce pneu dans une ferme, etc. Et il est arrivé ici, à 7 h du soir, que tout était fini. Quand tout était consommé. Trouvant sa tente effondrée, et avec lui, j'ai élagué le journal pour enlever tout ce qui était familial. Ah oui, d'accord. Il est mort cette année-ci, à 82 ans. Il était architecte, ici, près de Jodonne. Et voilà, donc avec lui, il a eu la vie sauve. Et il a pu raconter, et il a pu m'aider à mettre des noms sur des diminutifs. Hein. Oui, bien sûr, dans le carnet, c'est quand vous voyez Popol, vous ne savez pas qui c'est. Lui savait qui était Popol. Hein, donc c'était une aide très précieuse pour décoder, je vais dire, ce carnet finalement. Tout à fait, parce que alors ce carnet tout à coup prend corps avec des gens et on trouve là les Demotte, les Delmarmol, enfin un tas de noms de familles que nous connaissons encore aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc ça a été un petit peu la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. Et puis alors il y a la fin de la guerre, oui, enfin le pays se remet en place avec des heures difficiles aussi, hein. Des heures très difficiles, hein, parce que là, l'armée blanche entre en action, et de façon un peu vindicative. Ah oui, ben justement. Et en tout cas, vindicative et certainement expéditive, hein, avec des jugements sommaires, quand il y en avait un. Extrêmement dangereux. Hein. Et c'est là qu'on tombe des dames et qu'on exécute dans les bois d'Ardennes. Et ici, la libération, est-ce que vous avez une idée comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a ressenti ça ici? La libération, à la date du 11 septembre, un avion parti d'Angleterre bombardait la Roure, un B-17, forteresse volante, pas bombardé la Roure en mission et est touché par la DCA. Sur les 4 moteurs, 2 sont hors d'usage. Et au retour vers l'Angleterre, cet avion passe ici au-dessus. Et il y a un 3e moteur qui flanche. Il lui reste un moteur. Le pilote, le commandant de bord, ne sait pas qu'on a été libéré. Ah oui. 2-3 jours avant. Il ne sait pas. Mais il lui reste un moteur pour faire une boucle et se cracher dans le coin du parc. Ici. Ah, ici.
en direction de l'ouest par rapport à cette pièce, au coin du parc. Et alors tout le village vient voir le grand oiseau qui est encore plus grand par terre qu'en l'air. Ah oui. Hein, et tout le village vient, ça c'est la libération. Les pilotes, ils sont 9, tous survivants du crash, donc de l'atterrissage forcé. Hein, donc le commandant de bord a bien négocié son atterrissage, il a très habilement fait ça. Et donc les 9 personnages se sauvent et vont se cacher dans la grande allée que vous avez empruntée pour venir. Se sauvent et vont se cacher là. Croyant que c'était toujours la guerre, certainement. Marguerite Radiguez, l'auteur du carnet, entend ça pendant qu'elle déjeune. Et la cuisinière lui dit, eh ben, oui, il y a quelque chose là-bas. Ils vont voir à travers le parc et tombent sur l'avion et tombent sur les protagonistes qui se cachent dans les fourriers. Pour leur dire à ces protagonistes, à ces héros, qu'ils avaient été libérés depuis l'avant-veille, je crois, ou 3 jours avant, et qu'ils ne doivent plus trop craindre. Enfin, ils ne la croient pas, elle leur apporte de l'eau à boire, et alors ils vont se cacher dans un château à Vedrin, et pas ici parce qu'ils craignaient les Allemands. Ils n'étaient pas rassurés. Voilà, ça c'est donc la fin de la guerre, et tout le village est venu en touriste le dimanche visiter l'avion. C'était voir. Curiosité, naturellement. Et certains prendre un souvenir, qui fait que j'ai ici le goniomètre de l'avion. C'est cette pièce qui tourne et qui est sur double cardan. Oui. On voit ça sur les bateaux pour faire du café. Hein. Vous avez votre café qui est toujours horizontal, alors que le bateau, voilà, tangue. Et bien là, dans chaque avion, il y a un appareil comme ça qui permet au pilote, quand il traverse un nuage, de continuer à voler horizontalement. Hein, parce qu'il faut seulement 20 ou 30 secondes, si vous n'aviez pas ça, 20 ou 30 secondes, pas dans tous les sens, pour vous retrouver sur le toit, hein, en volant comme ça, alors que l'avion n'est pas construit pour ça. Donc cet appareil m'est apporté ici un jour de 85-86. Alors, comme si tard, après. Par un adolescent de l'époque, qui dit voilà, enfin j'étais adolescent à l'époque, et cette pièce appartient plus au château qu'à moi, donc je vous l'apporte, voilà, cadeau. J'ai donc cet appareil ici en souvenir. Une trace de la libération. Une trace de la libération et de cet avion. Alors, dans les années 92, je racontais à la Maison de la Mémoire que j'étais occupé à faire un ouvrage sur la libération, sur Austin et sur la libération, avec un chapitre sur la libération. Et je cite l'histoire de l'avion. Et celui qui m'a apporté le goniomètre, hein, s'est un peu passionné avec un autre membre de la Maison de la Mémoire, et alors ils se sont mis à rechercher les 9 survivants aux États-Unis. Ils en ont trouvé 5 encore en vie. Mais ils ont mis 2 ans. Et alors, cet ami de celui qui m'a apporté le goniomètre a rédigé un livre sur l'avion. Avec toutes les données techniques de l'avion, avec toute la biographie de chacun des 9 protagonistes, hein, qui savent du commandant de bord au mitrailleur. Alors il a, je crois par une souscription, fait venir les 5 survivants avec leurs femmes, avec leur épouse, pour inaugurer le 2e monument qui est de l'autre côté. Effectivement, à gauche. Une pierre, une stèle en forme de pierre, avec le nom des pilotes, qui est dédié à l'atterrissage forcé. Il commémore l'atterrissage. D'où les 2 monuments à l'entrée maintenant du château, c'est la propriété, on comprend mieux. Et donc c'est Lebrun qui a fait ça, qui a fait ce livre et qui a organisé tout ce... a fait une maquette grande comme ça, qui trône dans la salle des fêtes du village, qui pend là au plafond, et qui est, je dirais, un des événements majeurs de l'histoire du village, si pas l'événement majeur. Ici au village à Villers-les-Est. Ah oui. Voilà. C'est la fin de la guerre. C'est super, c'est un beau témoignage, c'est bien d'avoir aussi décodé ces 2 fameux carnets, en plus, en plus le 2e avec les LED. Oui, je crois qu'il est utile de dire quand même que je n'étais pas né. Non. Mais qu'on a un peu, comment dirais-je, comme un devoir de mémoire. En tout cas, il faut prendre l'attitude du passeur de lumière, non, du passeur de mémoire. Parce que si on ne le fait pas, alors nos enfants, nos petits-enfants... Ça ne met pas que ça existait. Comme avec la guerre 14-18 maintenant. Est-ce que vous avez encore des jeunes qui... Non.
ils ne savent pas ce qui s'est passé en 14-18. Il faut vraiment aller chercher dans les bibliothèques, et pour peu que le papier ne se décompose pas, eh bien, c'est pour ça que faire des archives, ça me paraît tout à fait utile, pour défendre l'abnégation, la générosité de ces gens qui sont morts, qui ont donné leur vie pour que nous ne parlions pas allemand, allemands, enfin, pour que nous ne parlions pas allemand à la place du wallon, là, aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, M. Boucher. Un peu à chaud, comme ça je ne l'ai pas préparé. Non, mais c'est très bien.